Oui, en banlieue parisienne. Dans quelques heures, ce nouveau supermarché un peu particulier va ouvrir ses portes. Et vous avez les ardoises aussi, des pommes de terre qui manquent Hop, vous descendez en rentrant en euros comme le soir. Oui, oui, oui. Ah, oui. Des centaines de mètres carrés entièrement consacrés à des produits bio. Dernière acquisition d'une jeune chaîne de magasins qui a explosé ces dernières années. On va ouvrir entre 10 et 15 magasins par an. Et là, sur ce mois-ci, on en ouvre 5. Le marché est très porteur. Je ne pense pas que ce soit un effet de mode, c'est plus un effet de mode, c'est vraiment un besoin des clients de manger des produits sains aujourd'hui. Le pari de l'enseigne, concurrencer les autres magasins spécialisés en proposant une offre plus large, 10 000 références, mais surtout moins chère. Toute l'équipe de Naturéo est heureuse de vous accueillir pour l'ouverture de ce 23e magasin. Dans ce supermarché alimentaire de demain, vous trouverez le plus large choix. Dans un futur proche, plus personne ne voudra se nourrir de pesticides, d'OGM ou d'autres métaux lourds. L'enseigne l'a bien compris. Le bio réputé bon pour la santé et pour la planète rassure. Les supermarchés se sont lancés dans la course. Ils ont créé en quelques années le bio low cost, en tirant les prix vers le bas. Alors, aubaine pour le consommateur ou dérive d'un mode de production qui se voulait raisonnable et éthique? L'agriculture biologique consiste à cultiver sans engrais chimiques et sans produits antiparasitaires, sans sulfatage, sans rien. Avant, le bio c'était ça. Des paysans qui, inquiets des dégâts de l'agriculture intensive et des pesticides, ont voulu revenir à un mode de production plus sain, plus naturel. Et la saveur? La saveur, évidemment, est excellente. On retrouve la saveur des légumes d'antan et des fruits d'antan. Un retour à la terre dans le respect de la nature, des hommes et des animaux. Un mode de vie presque. Culture biologique, culture chimique, laquelle prévaudra? L'avenir nous le dira sans doute. 50 ans plus tard, l'agriculture biologique existe toujours, mais elle s'est métamorphosée. Le bio est devenu un business mondial. Nuremberg en Allemagne. C'est ici qu'a lieu chaque année le plus grand salon professionnel du bio, le Biophare. Né en 1990, cet événement autrefois confidentiel attire aujourd'hui 50 000 visiteurs et des professionnels du monde entier. Notre société est basée en Suisse. Nous venons de Chine. Nous vendons partout dans le monde, surtout en Europe et aux USA. Producteurs, distributeurs, grossistes bio sont tous venus parler business. On cultive du maïs et du blé sur 75 000 hectares dans plusieurs pays. La Roumanie, Turquie, Ukraine, Kazakhstan, Russie. Nous fournissons du blé bio pour la France. Des céréales, des graines, des légumes bio, aujourd'hui produits en masse et cotés en bourse. Dans les allées du salon, on trouve autant de spéculateurs que de petits agriculteurs passionnés. Nous sommes des courtiers internationaux. On met en relation les fournisseurs et les consommateurs et on prend notre commission. On vend des épices, des herbes, des fruits secs. On les vend en gros et on envoie tout par container entier. Vous consommez certains de nos produits en France sans le savoir. Le marché augmente d'année en année et on est dans la même logique commerciale que le conventionnel. Ça va être exactement la même chose que dans le conventionnel. Un marché planétaire qui a quadruplé ces dernières années. Rien qu'en France,
le bio pèse aujourd'hui près de 7 milliards d'euros. Les géants de la grande distribution ont flairé le filon. Ils ont tous créé leur rayon bio et bon marché, volant ainsi la vedette aux magasins spécialisés comme Biocoop et Naturalia, enseigne historique née avec l'agriculture biologique. Frédéric Dornez est journaliste spécialisé dans les questions d'agriculture et d'environnement. Il décrypte pour nous ce marché des produits bio. Pour lui, il existe aujourd'hui une bio à 2 vitesses, qui cache 2 modes de production très différents. Il y a maintenant des différences de prix entre le bio distribué par la grande distribution et le bio distribué par le marché historique de la distribution spécialisée, tout simplement parce que ce qu'on appelle les GMS, les hypermarchés traditionnels, achètent en très très grosse quantité dans le monde entier, alors que globalement les petits distributeurs historiques, eux, achètent toujours aux mêmes producteurs ou transformateurs relativement locaux et donc sur des volumes bien moindres. Donc il y a une différence de prix entre les deux qui peut aller de 10 à 20%. Les GMS voient qu'il y a un marché qui explose, un marché spéculatif. Donc pour essayer de maintenir leur chiffre d'affaires, en captant une nouvelle clientèle avec de nouveaux produits, ils jouent ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire la guerre des prix. Et ça, la grande distribution le fait très bien. Waouh, vous achetez bio? Ah oui, c'est cher le bio. Hein. À coup de campagne promotionnelle, elle vend un bio low cost et démocratique. Je rêve qu'enfin le bio soit accessible à tous, femmes, enfants, familles. Quitte à se moquer des pionniers. Avant, les accros du bio, ils avaient que des amis animaux. Et le bio, c'était souvent trop cher pour inviter des amis. Un succès. En moins de 10 ans, les grandes surfaces raflent la moitié du marché. Et tellement pas cher que tous les jours on peut en manger. Pour Frédéric Dornez, ce bio low cost pourrait signer l'arrêt de mort de l'agriculture biologique telle qu'on se l'imagine, soucieuse de l'environnement et respectueuse des paysans. Si on les laisse faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retomber dans les mêmes travers que le conventionnel, c'est-à-dire on va faire du bio, qui sera bio, et qui sera vendu tellement peu cher que les producteurs de bio n'auront même pas les moyens d'en vivre. Et là, on peut dire adieu à une grande partie de l'esprit du bio. L'agriculture biologique, c'est pas de pesticides, pas d'engrais, mais c'est aussi une philosophie. C'est-à-dire on a un paysan, un transformateur, un distributeur sur une zone géographique relativement circonscrite. C'est ça l'essentiel du bio. Officiellement, tous ces produits sont bien issus de l'agriculture biologique. Ils portent tous un de ces 2 labels, AB ou Orefeuille, qui garantissent l'absence de pesticides ou d'engrais chimiques. Mais le bio légal n'est pas nécessairement un bioéthique. Exemple avec un produit que l'on consomme tous les jours, la tomate. Au pied des Pyrénées, Pierre-Olivier Audemin est maraîcher bio depuis 20 ans. Il vend aux magasins spécialisés des produits de saison. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Bon, alors on va aller voir ces tomates. Hein. Ouais. Ce matin, il reçoit Anne-Elisabeth, grossiste spécialisée en bio. Donc là, on arrive sur la grappe? Ouais, voilà, on est sur les tomates grappes. L'aroma là, un peu de tomate ronde là. Ça a bien avancé. Hein. Nous sommes début avril. Elle vient voir à quelle date les tomates de la production pourront être commercialisées. Parce que là, les premières sont prévues pour quand? En récolte? Je pense à partir du mi-mai, si le climat continue, à partir de mi-mai, on devrait être sur les premières récoltes. Comme vous pouvez le voir, nous on plante à partir du 1er mars, pas avant, pour éviter les gelées, parce que surtout, moi je m'interdis de chauffer. Et les premières récoltes s'effectueront entre le 15 et le 20 mai. À partir du 20 mai, vous mangerez une tomate bio française qui aura du goût, quoi. On aura des belles grappes. Ce maraîcher pourrait planter des tomates toute l'année en chauffant sa serre. C'est autorisé par le règlement européen de la bio. Mais pour lui, c'est aller à l'encontre de l'esprit de l'agriculture biologique. Si on se met à chauffer, le bilan carbone, il est désastreux, quoi. Il faut quand même savoir que pour une serre, cette serre fait 1 hectare. Si je chauffais, je brûlerais à peu près entre 20 à 30 000 euros de fioul par mois.
qui est aberrant avec la production bio. C'est juste pas logique, quoi. Parce que vous devez savoir qu'en bio, nous, l'objectif, c'est la saisonnalité, quoi. Pas produire de la tomate à Noël qui est une aberration en bio et c'est pas possible, quoi. Ça existe pourtant la tomate à Noël, on en trouve. D'importation. D'importation. Lui ne produit ses tomates que 6 mois par an, dans l'esprit du bio. Sans pesticides ni insecticides, pollinisation naturelle, des contraintes énormes par rapport au conventionnel. On fait que des désherbages à la main, c'est que s'il y a de l'herbe, on enlève tout à la main. C'est beaucoup de main-d'œuvre, quoi. On ne maîtrise pas des maladies, des insectes ravageurs. Il faut savoir qu'on perd beaucoup de cultures, entre 15 et 20% des cultures par an, ce qui n'est pas négligeable, quoi. Comment vous faites pour vous en sortir? C'est pour ça qu'on essaie quand même de vendre 10 ou 15 ou 20% plus cher que les autres produits, parce que c'est vraiment que des coûts de main-d'œuvre, sinon ça ne sortira pas. Il faut être conscient qu'on ne s'en sortira pas non plus. Il faudra attendre encore 2 mois avant que les tomates de Pierre Olivier n'arrivent dans les rayons des magasins spécialisés. Pourtant, en supermarché des tomates bio, en plein hiver et bon marché, il y en a. Chez Carrefour, par exemple, premier distributeur de produits bio en France. Au rayon fruits et légumes, au mois de février, on trouve des tomates cerises bio. Comment est-ce que vous faites pour avoir des produits aussi peu chers, finalement 1,50 € la barquette de tomates, en cette saison? Là, vous avez des produits qui viennent d'Espagne. Et donc, écoutez, c'est relativement simple. Vous avez en Espagne une forte production bio, notamment sur ce type de produit. Et donc, ensuite, écoutez, c'est l'offre et la demande. Vous allez chercher des produits, vous trouvez des producteurs, vous faites, vous négociez les produits, le prix, etc. pour permettre aux clients d'avoir un produit de bonne qualité, bio, certifié bio, à un prix accessible. L'enjeu du bio, c'est de pouvoir être consommé par tout le monde. On n'a pas envie d'un bio qui n'appartienne qu'à une élite et à un microcosme. Ce n'est pas l'intérêt. Et donc, si nous sommes engagés sur le bio depuis des années à travers toutes nos gammes, c'est parce qu'on pense que ce mouvement, il faut l'accompagner avec sérieux, mais il va falloir que le bio devienne démocratique. Et donc, il y a une part de ce que vous appelez massification nécessaire. Cette massification, elle a un visage, celui de l'Andalousie au sud de l'Espagne. Une région surnommée la mer de plastique, connue pour son agriculture intensive. Plus de 30 000 hectares de serres alimentent l'Europe entière, dont 10% en bio. C'est ici que Carrefour peut se fournir en tomates toute l'année. Un producteur a accepté de nous ouvrir ses portes. Francisco Belmonte exporte ses légumes dans plus de 20 pays. Un jour normal, on va faire 200 palettes. Ça veut dire 200 000 barquettes. Avec ses 200 hectares sous serre, une dizaine de chaînes de production et 900 employés, il peut presque produire à volonté. Nous, on peut augmenter le volume comme on veut. Si Carrefour nous demande une référence, il faut qu'on puisse lui envoyer un camion chaque jour. 10, 15 palettes de tomates. L'année dernière, on a fait 60 millions de paquets, 60 millions d'unités. À cette saison, en avril, on est déjà à 8 millions de barquettes. Un volume de production inattendu pour l'agriculture biologique, qui prône de produire peu, mais différentes variétés de légumes pour ne pas épuiser la terre. Mais pour ce patron d'entreprise, c'est le prix à payer pour rendre le bio accessible à tous. Il faut oublier cette idée selon laquelle le bio, c'est un agriculteur avec un sombrero, un petit producteur qui travaille la terre. Ça, c'était avant. Si le consommateur européen veut faire attention à sa santé, il doit consommer bio.
Il y a 300 millions de personnes en Europe. Même si tous n'ont pas les moyens d'acheter bio, il y a au moins 40 millions de personnes qui le peuvent. On doit leur fournir des produits bio de la façon la plus professionnelle et la plus industrielle possible, mais en respectant ce que nous dicte le règlement européen, strictement. En grande surface, ces tomates seront vendues environ 5,60 € le kilo. Alors qu'en magasin spécialisé, le kilo de tomates cerises avoisine les 8 €. Francisco a choisi une espèce hybride hyper résistante qui peut supporter des milliers de kilomètres de trajet. Celle-ci peut déjà être cueillie. Celle-ci, la semaine prochaine. Et ainsi de suite. Contrairement aux puristes, le producteur utilise du chauffage. Au sol, des tuyaux chauffent la serre pour accélérer la maturation. Pourquoi ce ne serait pas écologique de faire de la culture toute l'année? Ce qui est important, c'est de respecter la norme de production, que ça ait du goût, et qu'en France, vous puissiez les acheter à un bon prix. Ça, c'est important. Pour lui, le bio, c'est surtout l'absence de pesticides. Je vous assure que cette plante n'a pas de traces chimiques. 0,0. Rien. Donc je vais faire analyser ces produits pour savoir si c'est 0,0. Que va analizar vuestros productos. Por favor, analiza. Oui, bien sûr. C'est la meilleure preuve. Nous avons fait analyser les tomates par un laboratoire indépendant certifié. Résultat, aucune trace de pesticides décelés. Ces tomates répondent bien au cahier des charges européen. Elles sont officiellement bio. C'est un vrai produit bio, c'est sûr. C'est-à-dire que le consommateur a la certitude d'acheter un produit sur lequel il y aura très peu de traces de pesticides, de nématicides, d'herbicides. Un produit qui n'a pas été poussé à la perfusion d'engrais. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que l'esprit du bio est respecté. Alors, les tomates qui viennent d'Espagne, elles ont poussé sous serre. Une poire bio qui vient d'Argentine. Moi, je dirais que sa qualité est moindre, parce que pourquoi aller chercher des poires bio en Argentine alors qu'on peut faire de la poire bio en France? C'est-à-dire que la poire est peut-être bio, mais elle a pris l'avion, ou elle a pris le bateau. Et elle a nécessité toute une chaîne qui est un peu à l'inverse, qui contredit la philosophie même du bio. Frédéric Dornès prône la biocohérence, une agriculture biologique qui prend en compte l'environnement et le social, incompatible selon lui avec la production de masse. Il faut bien comprendre que le bio, c'est produire avec juste ce que la nature nous donne, en respectant ceux qui la font vivre, cette nature. Ceux qui chuchotent à son oreille en lui disant « fais pousser ». Donc c'est les paysans, mais c'est aussi les transformateurs. Encore une fois, c'est un écosystème commercial qui est créé pour respecter un écosystème agricole. Et donc, c'est un peu l'économie sociale et solidaire. C'est bien là tout le paradoxe. L'agriculture biologique, censée être vertueuse, connaît parfois des dérives. À Almeria, la mer de plastique est souvent montrée du doigt pour la façon dont elle traite ses ouvriers agricoles, immigrés et précaires, y compris dans le bio. Il faut que vous vous battiez, c'est ça la réalité. Spitou Mendy est syndicaliste. Il a travaillé 20 ans sous les serres. Aujourd'hui, il défend les droits des travailleurs. Il nous emmène dans des bidonvilles construits autour des serres. Des abris de fortune faits de bois et de plastique. C'est ici que vivent certains employés, faute de moyens. Vous travaillez dans quel type de production agricole? Les tomates. Je travaille dans les tomates. Vous êtes payé combien? Je suis payé 35 € par jour pour 8 heures. Vous travaillez dans l'agriculture biologique? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Sans le savoir, cet ouvrier travaille peut-être dans le bio. Pour le syndicaliste, c'est bien là toute l'absurdité de la situation. Bio, si c'est l'étiquette, nous sommes d'accord, mais dans la pratique,
nous ne voyons pas, nous ne sentons pas que nous changeons d'entreprise. D'une entreprise conventionnelle à une entreprise bio, l'ouvrier agricole se sent pressionné. C'est pourquoi nous disons que pour nous, bio ou conventionnel, ça n'a rien, ça ne change pas. Comment des entreprises qui font appel à cette main-d'œuvre précaire, parfois illégale, peuvent-elles être labellisées bio? Des organismes certificateurs effectuent des contrôles régulièrement. EcoCert est le plus important en Europe. Pour son directeur, la mission du label se limite à ce que lui demande la loi, pas plus. EcoCert est censé contrôler les exigences du cahier des charges, mais on ne peut pas se soustraire effectivement à la réglementation générale. Donc si effectivement il y a du travail au noir, du travail clandestin qui se fait, ce sont effectivement plus du ressort des autorités de détecter ce type de comportement que du nôtre. Est-ce que ce serait une casquette qu'éventuellement les organismes certificateurs pourraient prendre, contrôler les conditions de travail en plus ? Mais si le cahier des charges l'exigeait, si nous en avions, excusez-moi, le mandat, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, c'est vrai que le cahier des charges est essentiellement un cahier des charges agronomique et de transformation des aliments. Dans le règlement européen de l'agriculture biologique, il n'y a pas d'obligation d'adopter une économie sociale ou solidaire ou de réduire l'empreinte carbone. Nous sommes allés à Bruxelles rencontrer Éric Andrieux. Nous voyons bien devant la situation. Il est député européen. Pour lui, la priorité est avant tout d'encourager la production de bio et non rajouter des contraintes à un mode d'exploitation déjà très compliqué. Est-ce qu'il pourrait y avoir des règles de biocohérence Bien sûr. Établies dans le règlement européen? Bien sûr, je le crois. Mais dans ce règlement-là, on n'en est pas là. On est en train, je pense que c'est encore trop tôt. Je crois qu'il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'il faut cheminer. Alors, où nous parlons, la demande sur l'agriculture biologique est forte, elle est de l'ordre de 30% d'augmentation par an, de l'ordre de. Aujourd'hui, en France, nous avons 6% de l'agriculture qui est en agriculture biologique. Nous sommes totalement dépassés en France aujourd'hui, vraiment. Donc je pense que les choses vont se faire en cheminant, c'est-à-dire que le jour où on va arriver à produire suffisamment et qu'on va limiter le niveau des importations, je pense qu'on pourra passer à l'autre étape de ce que vous appelez la biocohérence et sur lequel je suis en total accord. Et pourquoi on ne peut pas le faire maintenant? Mais parce que, je vous dis, je pense que c'est prématuré, parce qu'on n'a pas assez de produits. Il faut qu'on avance, et je crois ça c'est en tout cas ma position, il faut qu'on avance avec un souci et un devoir de réalité. Bref, trop de contraintes pourraient dissuader les agriculteurs de se convertir au bio. À Bruxelles, c'est un risque que l'on ne veut pas prendre. L'Europe manque cruellement de parcelles biologiques, alors la biocohérence devra attendre. Il y a un autre domaine où l'étiquette bio cache parfois quelques surprises, celui de la viande. Un marché qui a connu ces dernières années de nombreux scandales sanitaires. Le consommateur méfiant s'est tourné vers le bio, obligeant nombre d'industriels à changer leur fusil d'épaule. Boire, manger, ça paraît naturel. Pourtant aujourd'hui on doute. Comment c'est produit? D'où ça vient? Est-ce que c'est sain? Fleury Michon, le leader de la charcuterie, en fait partie. Chez Fleury Michon, on a toujours agi pour faire avancer les choses. C'est le premier à avoir lancé en 2006 un jambon 100% bio. 5 heures du matin en Vendée. L'usine de fabrication du géant de la charcuterie démarre sa première production, celle du jambon bio. Ici, on produit 50 000 tranches par jour pour alimenter les rayons bio des supermarchés. Là, il s'agit en fait du jambon brut, donc c'est la matière première qui va nous servir à faire le jambon bio. Et bizarrement, le mode de fabrication est exactement le même que pour du jambon conventionnel. Et un jambon bio, ça ressemble à un jambon traditionnel. La différence, c'est que le porc a été élevé avec la réglementation bio, avec des céréales bio,
sans OGM et des conditions d'élevage et de bien-être animal répondant strictement au cahier des charges bio. Un porc bio, c'est donc un animal nourri avec une alimentation bio, qui a accès à l'extérieur et qui n'a pas subi de traitement antibiotique. Pour le reste, rien ne change. Ici, on va préparer un mélange salant qu'on appelle en charcuterie saumure, qui est principalement constitué d'eau et de sel. C'est ça qui va nous permettre en fait de saler notre jambon. Du sel bio, bien sûr, mais aussi du E250, un additif chimique largement utilisé en industrie conventionnelle. Il est autorisé en bio, bien que suspecté d'être cancérigène. Le nitrite de sodium, le E250, il est dosé en fait très faiblement dans le sel, à 0,6%. Et cet ingrédient-là sert à la conservation de notre produit. Je vous pose la question parce qu'il y a eu des assertions sur lesquelles, à un certain dosage, ça peut être un cancérogène probable, ce E250. Effectivement, il y a des études en cours qui mettent une corrélation possible entre un dosage de nitrite de sodium et potentiellement la survenance de cancer. Mais c'est un conservateur qui est utilisé aujourd'hui en charcuterie par tous les charcutiers de France. Fleury Michon dit utiliser une dose inférieure à celle autorisée dans le règlement européen de la bio. Mais ce que l'industriel ne dit pas, c'est que ce E250 sert surtout à fixer la couleur rose du jambon. Sans lui, il deviendrait grisâtre, pas très appétissant. Un additif interdit dans le bio aux États-Unis et par de nombreux labels comme Nature et Progrès, le plus ancien des labels bio. Eliane Anglaret en est la présidente. Je ne vois pas pourquoi on a besoin d'avoir quelque chose qui soit bien rose ou bien rouge. Si on sait qu'un jambon blanc est un peu gris, ben, il est un peu gris, quoi. Et c'est vrai que de plus en plus, avec l'agroalimentaire, les gens se sont habitués à avoir des produits colorés, à avoir un jambon qui est bien rose. Et un jambon qui est bien rose, il y a du nitrite dedans. Un additif classé probablement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer et autorisé dans le bio, entre autres pour des raisons marketing. C'est ce qui révolte Eliane. C'est la dérive du bio. Nos concitoyens, quand ils voient affiché bio sur quelque chose, ils vont vers ce produit, sans peut-être se poser de questions. Mais pour moi, non, c'est pas du bio. Au sens, je vais dire au sens premier du terme. Et ça fait partie de toute cette société de consommation où on a complètement orienté la consommation des gens. Il fallait des fruits qui soient tous de même calibre, qui brillent bien, qui soient colorés. Enfin, bon, c'est aussi tout ça, quoi. Aujourd'hui, le nitrite ou E250 est partout. Les industriels ont réussi à l'imposer, même en bio. Mais certains charcutiers se sont rebellés. Dans les Hautes-Alpes, près de Gap, un homme s'est débarrassé des nitrites. Lionel Rostin est charcutier bio, comme son père. Il fournit les réseaux spécialisés. Et bien là, vous êtes dans la salle de préparation des commandes où vous retrouvez l'intégralité de nos produits de charcuterie emballés sous vide qui vont partir dans les divers magasins bio de France. Pendant 20 ans, Lionel a fabriqué du jambon bio sans nitrite, mais aussi une autre gamme avec nitrite, car la clientèle refusait un jambon grisâtre. Le jambon sans nitrite que mon père fabriquait déjà dans les années 70 et que j'ai continué à fabriquer par la suite avait une couleur rosé pâle lors du tranchage, mais une demi-heure après, la tranche devenait grise et le consommateur avait du mal à l'accepter. Il avait une apparence de jambon tourné alors qu'il était tout à fait propre à la consommation. Et je vais vous citer un exemple que tout consommateur peut comprendre. Quand vous achetez un rôti de porc frais chez le boucher et que vous le faites cuire à la maison, vous le tranchez, il n'est pas rose. Sa couleur est grise. Donc pourquoi le consommateur veut que nous lui proposions un rôti de porc ou un jambon rose? Pour moi, ce n'est pas logique de mettre du nitrite dans une charcuterie bio qui, dans l'esprit des gens, qui veut dire bio, veut dire exempt de produits chimiques.
Une aberration pour ce charcutier. Alors Lionel s'entête, cherche et trouve une solution pour produire du jambon bio qui reste rose, mais de façon naturelle, sans E250. Donc là, vous avez un jambon traditionnel avec nitrite. Il a une couleur de jambon standard auquel les consommateurs sont habitués. Et ici, vous avez le même jambon sans nitrite ajouté. Visuellement, je défie quiconque de faire la différence de couleur entre les deux produits en sachant que celui-ci a du nitrite et celui-ci n'en a pas. Et là, je me retrouve davantage dans les produits bio. Comment est-ce que vous faites? Ça, c'est un petit secret de la maison. C'est plus de 15 ans de travail, voire 20 ans de recherche. Et ça fait 2 ans que nous sommes arrivés à mettre au point ce procédé-là. Un puriste convaincu qui est arrivé à trouver une solution, là où des géants de l'agroalimentaire continuent à utiliser un additif décrié dans leur production bio. Je n'ai pas la prétention d'éduquer le consommateur, mais de lui apporter des informations et de lui faire découvrir des choses qu'il connaissait dans son enfance. Des produits naturels, des produits bio. Et le bio, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui se faisait avant l'industrialisation, autant de l'élevage que de la transformation. Si Lionel refuse d'utiliser des nitrites, c'est aussi par respect pour toute la filière. Avant lui, des éleveurs bio ont tout fait pour n'utiliser aucun produit chimique. Il nous emmène à quelques kilomètres de son atelier, chez Claudine et Denis. C'est ici que les porcs bio viennent au monde et sont élevés. Une passion pour ce couple d'éleveurs. Bonjour. On est bichonnés, hein. C'est une crème anti-mouche. Ce qui va permettre qu'elles soient moins graissées et que ça leur fasse, moins de petites piqûres quand même. Pour leur bien-être, tout simplement. Et puis c'est le gâté, c'est le câlin. C'est le bien-être animal. Et un animal qui est heureux, ben, il vous fait de beaux petits porcelets et c'est sain. C'est l'environnement, c'est le bio, c'est le respect de l'animal. Nourriture bio, bien-être, tout est naturel, en accord avec le cahier des charges européen. Les truies, elles ont un petit air à l'extérieur aussi pour se dégourdir les jambes, ce qui est tout à fait normal. Pour leur vitalité, pour leurs muscles et leur bien-être, on revient toujours au bien-être. Et au niveau des soins, on évite les antibiotiques et c'est tout à base de plantes, huile essentielle. Régulièrement, je passe les voir et ça me paraît important. Je suis le bout du maillon, si je puis dire. Lionel et ses éleveurs ont une envie commune, faire du bio 100% naturel. Quand en bout de chaîne, on se retrouve avec du jambon et qu'on rajoute du nitrite dedans, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? C'est pas du tout pour nous, c'est pas. J'arrive même pas à vous répondre parce que c'est pas concevable. Voilà, c'est une contradiction complètement. Complètement, c'est une aberration. Et même au niveau de la qualité de la nourriture, c'est beaucoup plus goûteux. Voilà, lorsqu'on vous mettez des produits chimiques ou quoi que ce soit, c'est de l'eau. La viande est imbibée d'eau, tout simplement. Ça n'a rien à voir au niveau du goût. Pour eux, le choix est fait. Résister contre le développement d'une agriculture biologique qui ne leur ressemble pas. Mais ça a un prix. Le jambon de Lionel Rostin est parmi les plus chers du bio. 46 € le kilo, pour 38 € chez Fleury Michon. On a une meilleure qualité de viande, le bien-être animal et la santé. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Rien. Allez. En dérivant vers l'industriel, le bio perd lentement la confiance du consommateur. D'autant que récemment, la filière viande a été fortement ébranlée. En 2015, plusieurs scandales font la une des journaux.
Le public découvre les conditions terribles dans lesquelles sont tués des animaux dans certains abattoirs utilisés en bio. Je m'appelle Nilia Dida et je suis la chanteuse du groupe Lilywood and the Prick. Aujourd'hui, je voudrais vous parler au nom de l'association L214. Il y a quelques mois, L214 a révélé des images qui mettent en lumière la cruauté de la mise à mort des animaux. Les images qui ont été tournées dans un abattoir certifié bio. Ce sont ces militants de L214, une association de lutte contre la souffrance animale, qui sont à l'origine du scandale. Leur combat, dénoncer les abus dans les abattoirs, comme ici, cette technique d'étourdissement des cochons au CO2, tolérée en bio. Des animaux qui sont égratignés, griffés, on retrouve ça souvent. Et puis là, on est dans l'étourdissement, donc la nacelle, une espèce de puits profond dans lequel on fait rentrer les cochons dans cette espèce de nacelle, on voit les barreaux au-dessus. Et cette nacelle, elle descend au fond d'un puits. On a retiré l'oxygène et avec une concentration de CO2 qui augmente au fur et à mesure qu'il descend au fond du puits. Donc on voit que les cochons là cherchent l'air, ont du mal à respirer, enfin c'est comme s'ils se noyaient, quoi. Ce sont des abattoirs qui sont certifiés, donc ces méthodes sont homologuées pour le bio aussi, quoi. Donc, il n'y a pas de différence au moment de l'abattage entre un animal qui est tué pour la filière bio ou pour la filière standard. Il n'y a pas de chaîne, quoi. Il n'y a qu'une seule chaîne pour tuer les cochons. Les employés ne sont même pas au courant qu'ils sont en train de tuer des cochons bio, quoi, au moment où ils descendent, c'est sûr. Depuis, cet abattoir a été fermé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de texte spécifique réglementant l'abattage bio. Tous les animaux sont traités de la même manière. Toute souffrance des animaux est réduite au minimum, y compris lors de l'abattage. Et on voit ce que ça donne sur le terrain, hein. Ça, c'est juste une phrase de principe, de grand principe. Il n'y a pas de prescription précise. Donc avec ça, un abattoir peut dire bon, moi je réduis au maximum la souffrance, quoi. Avec l'image du biologique, on a tendance à croire qu'on va manger des animaux qui ont été heureux du début à la fin de leur vie. C'est pas le cas. On est vraiment sur les mêmes méthodes au niveau de la mise à mort des animaux. Scandale dans les abattoirs, additifs chimiques, conditions de travail déplorables. À se vouloir toujours moins cher, le bio ne risque-t-il pas de perdre son âme? Je pense que le prix, c'est quand même un bon indicateur. C'est un indicateur du coût réel des choses. Un produit bio ne peut pas être pas cher. Le bio low cost, c'est pas possible. Comme un poulet bien élevé, low cost, label rouge, il ne peut pas être pas cher. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que les coûts de production sont plus élevés. C'est tout. Si le bio vit mal sa crise d'adolescence, si les choses se passent mal, le bio sera un bio d'hypermarché, ce sera un bio de transformateur industriel qui ne bénéficiera, comme d'habitude, qu'aux centrales d'achat, qu'aux hypermarchés et absolument pas ni aux fournisseurs, ni aux transformateurs. On est vraiment là, non pas sur une révolution, mais sur une évolution fondamentale du bio en France, qui doit faire un grand pas. Mais dans quelle direction, dans quel sens, on ne sait pas encore. Justement, à Bruxelles, l'avenir de la bio est au centre de toutes les discussions. Le règlement européen de l'agriculture biologique, créé en 2007, est en pleine refonte. Le but, harmoniser les règles et permettre au bio de se développer en Europe, quitte à faire des concessions. Une mesure en particulier fait polémique. La question de l'agriculture biologique et de l'accès au plus grand nombre à l'agriculture biologique nous est posée. Lorsqu'on importe 30% des produits issus de l'agriculture biologique, on ne peut pas ne pas s'interroger sur notre capacité à produire plus. Ce qui nous amène à parler de mixité, par exemple, dans l'agriculture biologique. La mixité, c'est permettre à un agriculteur de faire sur son exploitation à la fois du bio et du conventionnel. Une pratique en partie interdite dans le cahier des charges actuel. Refuser la mixité, ça voulait dire ne pas mettre en adéquation l'offre et la demande. Ça ne pas produire assez pour les consommateurs. Exactement, pas produire assez. Et donc ça veut dire quoi? Comme les consommateurs sont demandeurs, aller chercher des produits bio, ou soi-disant bio, donc en dehors du territoire européen, avec les difficultés que nous avons encore à contrôler dans ces produits-là. La démarche de la mixité a prévalu dans le choix pour permettre d'assurer des conversions
Donc, et permettre à celles et ceux qui étaient des agriculteurs, qui étaient dans l'agriculture conventionnelle, de tendre et de passer à l'agriculture biologique, mais de façon progressive. Et donc nous avons pensé à la majorité qu'il valait mieux aller vers la mixité que de refuser la mixité. La proposition a été votée. En 2017, un agriculteur pourra faire du bio et du conventionnel sur le même site. Un assouplissement que critiquent de nombreux puristes. Philippe Desbrosses est un pionnier de l'agriculture biologique. On le surnomme le pape de la bio. Il est à l'origine du label AB et a longtemps été consultant à Bruxelles. Pour lui, ce nouveau règlement européen représente une menace pour la bio. La mixité, ça ne peut s'accepter qu'au moment de la transition et de la conversion. On peut laisser un certain temps à des gens de progresser pour ne pas les pénaliser économiquement, leur mettre la barre trop haut et qu'ils puissent progressivement convertir leur territoire, je comprends. Mais s'installer dans ce système, non. Il faut garder les grands principes de l'agriculture biologique, puisque là, dans une même ferme, avoir une partie bio et une partie non bio, il y a un truc qui ne va pas là. Ou le gars n'est pas vraiment convaincu, il fait ça par opportunisme, ou voilà. Donc il n'est pas vraiment engagé dans son truc. Quand on n'est pas vraiment engagé, ça se passe toujours mal. L'autre combat qui anime le pape de la bio, c'est celui des semences. Voilà. C'est le coffre-fort de la ferme avec ces milliers de variétés. Et ça sent bon, hein, ça sent pas les pesticides, ça sent les semences. C'est ici qu'il garde précieusement des graines d'espèces anciennes présentes dans la nature. Voilà, regardez si c'est beau ça. Les maïs indiens. 2 fois plus riches en protéines que les maïs classiques hybrides. Budaï Torpa, Beauté Blanche, l'ancienne Marmande, la miel du Mexique, la Green Zebra, délicieuse de Burpé, ça c'est des tomates. C'est sûr que si on remettait tout ça, on a une biodiversité qui fait repartir le commerce de la tomate. Ces semences sont interdites à la vente car non brevetées par les grands groupes industriels. Vous savez, la graine, c'est le premier maillon de la chaîne. Hein. Qui possède la graine possède le pouvoir sur toute la chaîne alimentaire. Donc c'est très convoité et c'est très contrôlé parce qu'il y a des milliards en jeu. Il faut savoir que ça représente chaque année des milliards de chiffres d'affaires, les semences. Voilà. Qui possède les semences aujourd'hui? Mais qui possède les semences officiellement? Surtout les compagnies semencières, hein, des gens qui se sont spécialisés dans la production de semences et qui sont évidemment très jaloux de leurs prérogatives. Même en bio? Hélas, les bio n'ont pas tout l'éventail suffisant, donc souvent il y en a qui utilisent les fameuses semences F1. Voilà. Pénurie oblige, derrière nos légumes bio se cachent souvent des graines hybrides appelées F1, créées par les semenciers. 3 multinationales se partagent la moitié du marché. Parmi elles, Monsanto racheté par Bayer et Syngenta, célèbre fabricant de pesticides. Inacceptable pour le pape de la bio. Pour lui, il faut casser ce monopole et autoriser la vente d'espèces anciennes. De quel droit on nous empêche d'utiliser les semences des plantes qui ont accompagné l'évolution de l'humanité depuis qu'elle existe, depuis l'aube des temps? De quel droit? Est-ce qu'il y a un danger? Non, il y a simplement un choix économique, un grand marché, et on doit ne pas échapper au grand marché. Et donc, si on veut sauver la biodiversité potagère et fruitière, qui a perdu 75% de ses variétés comestibles en à peine 100 ans, il va quand même falloir prendre des mesures, je veux dire, conséquentes. Je parle pour les politiques. Voilà, c'est à l'État de faire ça, de préserver la biodiversité. Les semenciers n'ont aucun intérêt à voir ces espèces anciennes être autorisées à la vente. Les multinationales se sont emparées de l'agriculture biologique et imposent aujourd'hui leurs règles du jeu, comme pour le conventionnel. Un acteur historique de la bio, indépendant, a cependant réussi à se développer et s'industrialiser
tout en restant fidèle à ses valeurs. Biocoop. L'enseigne qui fête aujourd'hui ses 30 ans est devenue un poids lourd du marché du bio. On a 768 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le réseau Biocoop, une croissance de 16,9%. Cette coopérative née de la rencontre entre des paysans et des acheteurs s'efforce de suivre les saisons, prône le commerce équitable et la production locale. On fait plus de 10% de consommateurs supplémentaires sur les dernières années, ce qui est énorme, alors qu'on n'est pas les moins chers du marché chez Biocoop, loin de là. Mais je pense que les gens acceptent de payer un peu plus pour construire un avenir économique beaucoup mieux disant par rapport à ce qu'on a fait par le passé. On a choisi un modèle d'agriculture paysanne de proximité, ça veut dire qu'on veut que ce soit une agriculture humaine, ce soit encore des gens qui bossent dans l'agriculture, les propriétaires de fermes. C'est ce modèle-là qu'on veut porter et moi j'espère que les consommateurs seront toujours vigilants sur la cohérence. Pour vendre au plus grand nombre et respecter la philosophie de la bio, Biocoop a trouvé une solution, créer ses propres filières d'approvisionnement. Nous sommes en Vendée à la ferme de la Lémence, dans un élevage de chèvres. Bon, t'étais chercher ce qu'il fallait pour les bêtes? C'était ce matin. Ah oui, ce matin, ouais. Franck Bardet est responsable de la filière animale de Biocoop. Ici, on est dans la ferme de Laurent. Une des fermes, comme aujourd'hui il y en a 14 dans l'association. Laurent, c'est là qu'elles sont les chèvres ou elles sont là? Allez voir. Donc là, nous, on a 450 chèvres à la traite en ce moment. Voilà, ça produit du lait pendant environ 10 mois. Donc globalement, ça va jusqu'à... Pendant 2 ans, Franck est allé à la rencontre des éleveurs de la région pour les convaincre de se convertir à la bio et créer une filière de lait de chèvre, la première en France. Nous, en tant que distributeurs, on leur offre d'une lisibilité. On leur dit, allez-y, nous avons besoin de produits. De plus en plus de consommateurs ont envie de produits bio. Donc, on peut les faire. Par contre, à un moment donné, il nous faut de la matière première. Donc, il faut qu'on les encourage à produire. Il a convaincu 15 producteurs d'adhérer au projet. En créant cette nouvelle filière, Biocoop s'assure un approvisionnement local et en échange, elle garantit aux agriculteurs un revenu fixe pendant 3 ans. Il faut qu'on réduise la concurrence qu'il y a dans la relation client-fournisseur. Je te vends un produit, j'essaye de faire le maximum de marge. J'achète un produit, j'essaye de le vendre, de l'acheter le moins cher possible. Non, il faut qu'on arrête ça. Que c'est ensemble qu'on a la solution, en coopération, mettre en place du commerce équitable, donc assurer à tout le monde qu'il y a une bonne rémunération, s'assurer qu'on fait le maximum pour avoir le meilleur produit, qu'on a la lisibilité, la traçabilité sur l'ensemble des filières, dire la vérité, s'engager. Ça, c'est ce qui permet de conquérir en fait et de donner à la bio la place qu'elle mérite. L'enseigne a ainsi créé une quinzaine de filières bio et relocalisé en France des produits qu'elle était jusque-là obligée d'importer. Et pour assurer son approvisionnement, Biocoop est même prêt à investir. Aujourd'hui, Franck Bardet s'apprête à inaugurer l'usine qui traitera le lait de chèvre de la nouvelle filière. Son coût, 2 millions d'euros, dont 150 000 financés par la marque. Si on a pu créer ça tous ensemble en aussi peu de temps, à peu près 2 ans pour en arriver aujourd'hui au résultat. Il a invité tous les producteurs concernés. C'est mon petit. Merci monsieur. Alors là, on va visiter l'outil de production qui vient juste de démarrer il y a quelques semaines. Cette usine industrielle va permettre de répondre à la demande croissante en produits laitiers bio. Approchez dans cette belle cathédrale de tuyaux. Ici, chaque année seront traités 500 000 litres de lait de chèvre. Du lait, jusqu'à présent importé des pays nordiques. Le produit bio, il ne tombe pas du ciel. Hein. Et si on attend qu'il tombe du ciel, on va aller le chercher très très loin. On va même aller le chercher trop loin. Les chaînes longues sont des chaînes qui sont moins sûres en termes alimentaires. Tout notre travail est de relocaliser un certain nombre de choses. C'est ce qu'on fait ici. Hein. On est en train de relocaliser des milliers de litres de lait de chèvre qui existaient mais qu'on n'arrivait pas à structurer.
Et en fait, on arrive par cet outil-là à faire une collecte régionale, un outil régional, une distribution qui va être régionale dans un premier temps. La laiterie produira 2 millions de yaourts de chèvre qui finiront dans les magasins Biocoop. Manger mieux ne se résume pas à une étiquette. L'avenir de l'agriculture biologique se trouve aussi dans les mains du consommateur. Revenir à des produits locaux, dont on connaît le mode de production, reste parfois la meilleure garantie de qualité, qu'ils soient bio ou pas.